Bonjour tout le monde. Encore une fois, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à cet événement avec Rita Paris. Je voudrais vous dire et remercier également, saisir cette opportunité pour vous remercier que ici même, là où nous nous rassemblons, c'est au sein des territoires qu'on appelle Ottawa aujourd'hui. Dans les connaissances des microtables, c'est quelque chose, et autant qu'une organisation qui est en train de partager des connaissances au Canada sur le plan international. Ce remerciement veut dire qu'on est en train de rivaliser les connaissances des Autochtones, aussi bien que la science des Autochtones. Nos remerciements, donc on voudrait remercier l'histoire, aussi bien que l'expérience de la colonisation aussi. Nous savons que beaucoup de travail doit être fait, doit être continu sur la partie de la reconnaissance, donc, et ceci fait partie de notre engagement pour pouvoir justement continuer à soutenir les Autochtones, aussi bien que leur culture. Nous savons également que nous sommes là, aujourd'hui, à cause, donc, pour les droits des LGBTQ en Amérique latine. Il y a beaucoup de défis auxquels ils sont confrontés. Et il y a également plusieurs réalisations qui ont été effectuées jusque-là. Nous avons des minants, donc invités avec nous qui vont parler pas simplement des défis, aussi bien que du succès qu'ils ont pu acquérir au sein de la communauté, aussi bien que des différentes réalisations. Nous savons également que plusieurs de ces réalisations qui ont été faites en Amérique latine, nous avons joué un rôle très important, mais il y a une faille très importante dans le cadre de la législation, aussi bien que la réalité sur le terrain, en ce qui concerne la population, aussi bien qu'au niveau local. Nous avons beaucoup de défis auxquels nous sommes confrontés, bien sûr. Et il y a cette discrimination qui existe, aussi bien que la criminalisation, la marginalisation qui continue à être présente, pas simplement au niveau de la communauté d'une manière générale, mais aussi bien que au sein de leur propre communauté aussi d'une manière générale, que tout ceci semble être propagé au centre de leur famille aussi. Il y a beaucoup de réalités terribles aussi en ce qui concerne les déplacements forcés et un nombre accru, un nombre très important aussi qui est en train d'avoir Dieu. On est en train d'attendre à ce que l'audio reprenne. Nous avons perdu l'audio pendant un certain temps, ce qui veut dire qu'on est en train de considérer, de lutter contre cette criminalisation, principalement, pas simplement dans leur vie journalière, mais aussi d'une manière virtuelle. C'est un problème auquel nous sommes confrontés principalement d'une manière assez accrue, ce qui veut dire que c'est un cercle vicieux pour faire face à ce type de violence, aussi bien que ces discours aussi de haine qui sont en train d'encourager donc la division et contribuent principalement à l'acceptation aussi bien que la paralysation et la contribution de cette violence, l'acceptation de cette violence également dont je suis en train de parler. Donc, et tout ceci nous inquiète beaucoup, bien sûr, trans semblent être celles qui sont les plus impactées. Il y a un manque d'opportunités auxquelles ils sont confrontés, l'accès à la santé aussi. Donc, les personnes également ne peuvent pas avoir accès aux médicaments, ceux qui souffrent du sida, par exemple, ce qui veut dire que nous allons entendre tous ces cas aujourd'hui, nous allons parler de tous ces problèmes et on voudrait savoir ce qui s'est passé au sein de la population rurale, parce que nous entendons beaucoup parler de la population rurale. Qu'en est-il de leur propre cas maintenant? On va essayer d'entendre leur propre cas. Pourquoi? Parce que ils sont pas, ce n'est pas une population homogène en tant que telle. Il y a plusieurs cas qui existent, donc que ce soit des transgenres, ce n'est pas vraiment
c'est pratiquement le même problème que ce soit, par exemple, pour les lesbiennes, aussi bien que pour les homosexuels. Et je voudrais dire, et aussi bien que pour les femmes autochtones, je voudrais vous dire que nous allons beaucoup parler de ceci aujourd'hui. Nous allons avoir beaucoup de témoignages, beaucoup de données qui sont là. Et c'est pour ça qu'on voudrait promouvoir les recherches dans ce sens. Et il va falloir parcourir justement ce passage de recherche, cet itinéraire, cette niche de recherche, ce chemin, ce cheminement d'une manière transversale afin d'avoir de meilleures données, principalement de cette manière. Ça va être facile pour nous de changer donc ces discours négatifs pour qu'ils deviennent des discours positifs. C'est l'objectif principal, bien sûr. Nous avons encore une fois donc une conférence très forte et nous allons certainement entendre les gens d'Ottawa, du Canada, qui vont parler de la solidarité aussi bien que de notre propre donc, ordre du jour pour pouvoir défendre cette population. Et nous sommes là aujourd'hui pour entendre plus de ce qui est en train de se passer en Amérique latine. Nous savons que vous avez été vraiment extraordinaire au sein de votre propre région pour pouvoir promouvoir votre région et défendre les gens en Amérique latine. Maintenant, je voudrais présenter nos orateurs aujourd'hui. S'il vous plaît, ceux qui sont avec nous. Nous avons avec nous donc Monica Estalania, qui va elle vient de Cashpi, donc d'une résistance au Guatemala. Monica travaille au sein des droits humains, résistante Equita au Guatemala. Monica est une militante et défendeuse des droits humains qui a participé à des panels au niveau local, plateforme nationale, internationale pour donner de la visibilité à l'existence des corps et des luttes des peuples autochtones. Elle accompagne entre autres les victimes de violences sexuelles, les personnes vivant avec le VIH et les défendeurs des droits humains persécutés et les bilingues parlent espagnol ainsi que la langue maternelle maya. Donc, Uchi a reçu de nombreuses formations sur les droits humains. Monica est sa première femme. Manila Konita maintenant de... Maintenant, nous allons voir. Il est également un membre de ce réseau et il est également donc une figure politique qui est au sein de ce réseau de dignité sur le plan international et promouvoir. Qu'en est-il maintenant de Valentine, s'il vous plaît? Valentine donc, est une avocate féministe avec une mineuse de psychologie sociale de l'Université de Los Angeles. Elle fait partie de l'époque Paix et Justice transnationale de la Compagnie d'Iversa, une organisation non gouvernementale respectée qui défend les droits de la communauté, donc dans le rôle de Valenciennes qui accompagne le processus de recherche de justice pour les femmes et les victimes LGBTQ de violences sexuelles et sexistes. Cela a impliqué le plaidoyer, la construction donc d'arguments technico-judiciaires et le contentieux stratégique pour le cas de persécution de genre devant la juridiction spéciale pour la paix en Colombie. Son travail donc s'est concentré sur la construction principalement donc d'approches innovantes pour appliquer le droit international au candidat. Qu'en est-il de Natalia? C'est une défendance des droits humains queer et féministe. Elle travaille actuellement contre l'agente de programme auprès de Florida Ronda, une organisation féministe qui colombienne qui mobilise donc les ressources financières pour soutenir divers groupes et organisations. Ces organisations sont principalement composées de jeunes femmes ayant peu de possibilités d'accéder aux ressources économiques. L'objectif de Fondo Luciana est de promouvoir et de renforcer les initiatives pour la participation politique des jeunes en tant qu'agents de changement et de justice sociale. Tout dernièrement, et il s'agit de Fernandez Alvarez, qui est un autochtone survivant de la guerre civile du Guatemala et un dissident sexuel. Depuis 6 ans, Fernando travaille avec la Fondation donc, panaméricaine de développement et est responsable du soutien au groupe LGBT dans la région
Méthane, Mexique, Guatemala, Salvador, et Honduras. Avant cela, Fernando a travaillé comme éducateur populaire auprès de l'UDFELGA, l'unité de protection des défenseurs des droits de l'homme. Je ne pourrais pas tout lire. Je voudrais dire également que Fernando a assuré également la liaison avec des groupes féministes en LGBT au Guatemala et dans toute la région d'Amérique centrale, aidant les militants, les organisations d'établir les plans de sûreté et de sécurité afin qu'ils puissent maintenir considérablement le risque d'attaque. Fernando est membre fondateur de Rédumateur, le réseau multiculturel des femmes trans. Nous avons également avec nous Bill, qui est également une militante, et elle a toujours travaillé dans ce droit, aussi bien que dans les institutions académiques. Récemment, se joindre en tant qu'Interpares également, une position qu'elle a tenue principalement depuis de 2011 jusqu'à 2022 en tant que directrice. Elle a travaillé également, se concentrer également principalement sur la santé productive pour les droits des indigènes, aussi bien que par la justice. Il représente également donc un réseau de dignité. Donc au Canada, nous avons entendu parler déjà de cet organisme, peu importe l'orientation sexuelle, aussi bien que l'identité du genre, aussi bien que les caractères sexuels. C'est un membre de soutien de ce projet sur lequel nous travaillons également relatif aux migrants, aux Haïtiens, que plusieurs autres pays. Bien, maintenant je reprends la langue espagnole et nous allons reprendre donc toutes les questions que nous avons préparées aujourd'hui. Nous avons quelques moments pour pouvoir répondre à ces questions. Nous allons commencer par la toute première. Fernand, est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, comment est-ce que vous êtes devenu intéressé par ce sujet? Pourquoi est-ce que vous êtes impliqué dans ceci? Parlez-vous brièvement de votre organisation, de votre travail, de votre communauté, s'il vous plaît, pour qu'on puisse comprendre quelles ont été donc les réalisations les plus notables de votre organisation. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci pour cette question, merci pour votre présence. Donc, mon nom est Fernando, et ce qui veut dire moustique. Et je vais commencer à parler et vous dire également qu'au sein de mon propre pays, nous avons donc 23 langues communautaires et j'en appartiens à un de ces langues-là. Et je travaille principalement pour la défense des droits humains. Ça peut être par option ou ça peut être également selon des conditions. Et à Guatemala, donc, comme vous savez, nous sommes confrontés à un conflit depuis 1960 jusqu'à la signature des accords qui a eu lieu en 1966. Et de ce fait, donc le taux de criminalité et d'atrocités qui sont commis contre la communauté des indigènes était organisé et a été commis, comme je l'ai dit, euh, donc, il y a la commission de vérité qui a mentionné que mon village a été détruit et mon père a été tué en 1980. Et il y a de cela 3 années déjà, mon père a été déclaré comme un martyr. Et il s'agit de la vérité qui a éclaté. Même si je ne suis pas catholique, je pense que c'est quelque chose qui est très important parce que le Vatican est en train d'admettre qu'il y a une violence politique à l'encontre des militants. Avec ma famille, nous sommes arrivés en ville, on était déplacés, bien évidemment, et là, j'ai ma propre question. Pourquoi est-ce que nous étions dans des villes? Pourquoi est-ce qu'on vivait là-bas? Comment est-ce que ceci a eu lieu? Et je pense que ces questions ont commencé à donner un certain sens pour mon travail à ce moment-là et que le fait que j'ai commencé à défendre les droits humains n'était pas assez. J'ai commencé à construire ma propre narration, ma propre histoire et j'ai réalisé également qu'il ne s'agit pas juste de moi. C'est ainsi que j'ai commencé à devenir impliqué pour la défense de l'identité sexuelle en tant que survivant. Merci beaucoup, Fernando, pour l'opportunité.
Je me considère moi-même comme un militant principalement pour la défense des droits humains et je suis indépendant, bien sûr. Je me considère comme un activiste indépendant. J'ai travaillé dans des organisations de LGBT où je pense principalement qu'il n'y a pas vraiment d'une bonne euh, démocratie au sein de l'ITV et que la démocratie n'existe pas et que les hommes ne sont pas vraiment ouverts à d'autres voies. Et c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas être impliqué au sein de ces organisations. Je me considère comme un militant indépendant. Je travaille pour des organisations où je crois fortement et où également j'essaie de développer mon propre militantisme dans ce cadre-là. En ce moment-là, je suis là avec permis de travail. L'organisation pour laquelle je travaille me fournit une permission, une autorisation pour que je sois là pendant une semaine. Merci. Est-ce que vous voulez continuer? Merci. Bonjour. Bonjour tout le monde. Je suis ravie d'être parmi vous, avec vous, pour partager donc ce que j'ai à parler avec tous ces gens très importants. J'étais née dans un petit village au centre de la Colombie. Je suis ravie d'être là avec des gens qui sont forts et puissants. C'est un village qui est très catholique, très religieux, donc c'est un environnement qui était vraiment assez conservateur, avec plusieurs églises autour, tenant compte du fait que c'était un endroit catholique. J'ai commencé à me battre et lutter contre les droits humains parce qu'en Colombie, donc, la lutte sociale est très active et avec donc plusieurs mouvements qui sont en train d'exister. Donc, j'ai lutté dans ce sens-là. Il y a la répression qui existe également. Et c'est quelque chose qui semble être réel et complexe. Et c'est ainsi que j'ai commencé à parcourir ce cheminement pour lutter contre les droits humains. Et ceci représente un des premiers espaces où je peux dire que je suis une queer en espagnol pour être très offensive dans certains contextes. On est en train de travailler pour essayer de démystifier, de changer ce concept. Je ne parle pas d'une manière publique et il ne devrait pas avoir une raison, mais c'est le cas. Je ne parle pas de mon orientation pour vous appeler et vous représente donc un acte politique, le fait de se formuler de cette manière et de s'exprimer donc de cette manière. Là aussi, je fais partie d'un mouvement féminin où on est en train de défendre les droits pour les jeunes, donc trans women, et là aussi, donc les jeunes femmes et les trans women semblent avoir moins d'accès aux ressources, les trans femmes, et nous pensons que les jeunes femmes peuvent se battre, lutter contre cette atténuation sociale afin d'avoir un pays où on peut se sentir, ou que le racisme, on pourrait justement éradiquer le racisme aussi bien que la discrimination d'une manière générale. Merci. Merci, allez-y s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Donc, toutes personnes qui sont avec nous d'une manière virtuelle aussi. Monica était née dans un contexte de racisme, de discrimination, exclusion, aussi bien que manque de visibilité. Qu'est-ce qu'on veut dire par tout ceci? Monica a réalisé, donc d'une manière assez précoce, assez tôt aussi, que il n'y avait pas de visibilité en ce qui concerne notre propre existence dans le cadre de la population des indigènes, des autochtones. Et ceci a commencé ou a déclenché un processus de transformation pour essayer de créer et de s'affirmer. J'ai commencé donc à 13 ans déjà, il y a de cela 33 ans, et ça a commencé en 2014. C'est-à-dire que j'étais très jeune à l'époque, il y a de cela 32 ans, et je voudrais illustrer ceci dans le contexte de cet aspect donc sexiste. J'ai vraiment vécu dans un grenier
C'est vraiment très important de voir comment est-ce que ces femmes ont expérimenté ceci. Et encore une fois, dans le cadre de cette violence, c'est ainsi que j'ai commencé à faire du plaidoyer d'une manière publique et de parler de ce sujet d'une manière publique. Ce qui veut dire, à partir de cette audience, je pourrais considérer, je pourrais voir également que ceci m'a impacté ces femmes qui ont été attaquées, bien évidemment, et leurs attaques sont fait de sorte qu'on fasse de sorte que Monica a commencé à se dire qu'il va falloir revendiquer ses propres droits et qu'il ne faudrait plus qu'il y ait une violence à notre rencontre. Et à partir de 2014, j'ai commencé ce processus de transformation dans plusieurs endroits, dans plusieurs espaces, dans différentes organisations également. Et c'est ainsi que j'ai réalisé que dans le cadre de la communauté, il y avait beaucoup de racisme. Nous avons remarqué aussi que c'était dans ces espaces-là qu'il n'y avait pas de dialogue, il n'y avait pas de visibilité non plus de nos propres voix. Personne n'était en train de nous écouter principalement. Et parfois, donc, notre lutte a été vraiment instrumentalisée principalement. Et nos histoires ont été également instrumentalisées principalement. Ce qui veut dire que c'était quelque chose que j'avais défié au Guatemala dans le cadre des organisations LGBTQ et nous avons vu comment est-ce que notre existence a été instrumentalisée et combien est-ce que les personnes étaient en train de parler en notre nom sans comprendre le contexte principalement. Et très souvent, il pourrait dire que tout semble être bon alors que clairement, il y avait ce racisme et ils étaient confrontés à des situations de racisme, de déplacement, aussi bien que situation économique était vraiment très pauvre qui nous a conduit à la violence dans certaines régions, dans certains domaines principalement. Là, c'est le point de départ pour Monica, mais elle a continué à travailler avec des organisations, bien sûr. De 2017 jusqu'à 2021, j'ai travaillé pour les organisations principalement. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé que toutes ces, toutes ces organisations, tout ce qui est en train d'avoir lieu au sein de cet espace. Et c'est ainsi que j'ai commencé à être une militante indépendante. Et j'ai travaillé avec plusieurs collègues et c'est ainsi que j'ai pu voir qu'ils ont beaucoup de besoins. Mais je pense également qu'il va falloir être conscient comment beaucoup de ceci a été invisible pendant des années. C'est comme ça que je... Et on est en train de parler de deux sujets en ce moment. En ce qui me concerne, il s'agit principalement d'un espoir qu'il y ait 100% d'acceptation, mais sincèrement, ça ne va pas être le cas. On est en train de parler du rôle des autochtones, de la communauté des indigènes. On est en train d'essayer de faire ceci, mais on n'est pas parvenu à atteindre ce niveau. Jusque-là, nous continuons à travailler, bien sûr, au sein des territoires. Nous continuons à demander, à revendiquer nos droits. Et au sein de mon territoire, j'étais la première transwoman qui faisait partie de cette lutte sociale, aussi bien que ces manifestations pour revendiquer les droits, et que personne n'a jamais été dans cette position en préalable. Au Guatemala, bien évidemment, personne ne parle en notre nom, personne ne parle pour nous, personne nous invite pour qu'on puisse prendre la parole, pour qu'on puisse parler de ce sujet. Les gens, principalement, qui sont en dehors de l'endroit où nous habitons, personne ne sommes là et nous sommes au sein des territoires. Donc, à partir de ce point de vue, de cette perspective, on est en train de lutter pour nos territoires principalement. Nous sommes parvenus à occuper beaucoup d'espace, même si je comprends principalement que le fait d'occuper cet espace et de partager implique beaucoup de défis principalement. Et très souvent, ce qui se passe est que notre participation n'est pas en train de prendre en considération. Ceci ne veut pas dire que nous allons s'arrêter, nous allons commencer à réclamer notre espace et pour qu'on puisse être entendu principalement. De ce fait, je dirais que j'ai commencé ce cheminement pour défendre les droits humains en parcourant ce cheminement, en essayant de visibiliser notre propre existence et demander à ce que nos droits soient garantis. Pourquoi? Parce que ça a toujours été notre priorité et on voudrait
d'en plus avoir plus d'instrumentalisation de notre propre existence, parce que nous avons notre propre lutte et on voudrait que nous soyons visibles. On ne peut plus se permettre d'être invisible dans cette société patriarcale. Merci Monica. Vanilla, merci. Très heureuse, très ravie d'entendre mes collègues ici même en train de parler. Et je crois que le militantisme dans les droits humains, avec cette perspective de LGBTQ, nous pourrait nous fournir plus d'accès et fait de sorte à ce qu'on puisse se poser la question en termes de quel type d'espace qui pourrait nous faire sortir de ceci. Ça dépendra bien sûr de l'espace, de votre famille, des opportunités, de l'accès à des utilités de base, à des utilités basiques. Le fait de quitter donc le grenier implique plusieurs choses. Ça pourrait impliquer également une meilleure position. Il y a des personnes qui voudraient rester donc, dans leur propre coin donc, pendant une période beaucoup plus longue et on les respecte, mais d'autres ont décidé de faire quelque chose qui soit totalement différent et ils sont en train de réfléchir si je ne vais pas lutter, je ne vais pas trouver donc une place où je pourrais être trouvé. Si on ne va pas me trouver par eux-mêmes, peut-être qu'ils comptent sur leurs propres amis, les membres de la famille qui deviennent également, ou leurs amis qui pourraient devenir leur famille. Donc, ils commencent donc un processus de recherche sur eux-mêmes. Ce qui m'a encouragé, c'est de travailler dans ce processus de LGBTQ+. J'ai travaillé sur la migration et j'ai vu comment est-ce que mes deux amis ont commencé à quitter l'Équateur. Pourquoi? Parce que ils ont pensé qu'ils ne pouvaient pas sortir de ceci, ils ne pouvaient pas expérimenter leur propre sexualité. Un est parti en Europe et l'autre est parti aux États-Unis d'Amérique. Maintenant, solamente la expectativa de vivir la libertad de su... Donc, ils ont dû quitter leur famille et leurs copains, mais ils avaient le droit de trouver des chemins pour s'exprimer sexuellement et aussi pour avoir recours aux besoins économiques. Et depuis 2018, il y avait eu cette vague grande des immigrants du Venezuela. Le Venezuela, en fait, c'est l'un des pays avec le moins de politique sur les droits des êtres humains. Et il y a une situation de violence continue pour s'assurer que la population ait les droits de l'homme et donc la communauté LGBTQ est aussi sous les vagues de violence. En 2018, j'avais eu la chance de travailler avec des programmes sur les communautés LGBTQI+, et il y avait des espaces qui ont inclus beaucoup de conceptions pour comprendre ce terme et cette communauté. Nous avons noté qu'une grande partie de la communauté du Venezuela nous a demandé le soutien pour avoir les traitements de santé et dans d'autres domaines, soutien dans d'autres domaines. Pas plus que nous étions une organisation, notre objectif était de les référer à d'autres organisations. Je les ai référés à des copains connus par moi personnellement qui travaillaient gratuitement, à des avocats qui travaillaient gratuitement. Et ces requêtes commencent à s'agrandir avec le temps parce que c'était de bouche à oreille et la situation se réplique. Donc, j'avais Gabi et Jorgito, c'était deux des meilleurs copains en Équateur. Nous avons décidé avec eux de concevoir Dialogue Diverso. C'est une plateforme et pour moi, je me vois comme une personne qui accompagne le processus de cette plateforme. Nous avons 4 domaines principaux de travail et durant les dernières années, nous avons aimé voir le changement auquel était soumis notre organisation. À présent, nous voyons le renforcement des capacités de la communauté et des personnes avec qui nous travaillons. Nous avons des personnes lesbiennes, des queers, nous avons qui s'appelle Sophie, elle est journaliste, elle travaille d'une manière excellente, elle est actuellement
responsable de gérer et diriger la communauté des lesbiennes et des queers. Et donc, cette organisation est une plateforme pour ces personnes qui veulent être des dirigeants des mouvements activisme. Et la plupart de ces réseaux sont menés par des personnes de la communauté LGBTQI. Nous avons aussi des avocats trans, mais l'objectif pour nous, c'est que les personnes ici puissent aboutir et réaliser leurs rêves sur cette plateforme parce que les personnes parfois n'ont pas accès aux ressources. Donc, il faut qu'ils sachent qu'il y a des organisations qui les soutiennent. Et ça, c'est ma motivation qui m'a motivée dans le passé et qui continue à motiver aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous allons commencer aussi un autre tour de questions. Je voudrais savoir encore plus sur certaines thématiques et certaines questions. Bonjour, je m'appelle Valentina Parra. Je travaille dans l'équipe de la paix et la justice transitionnelle et je suis aujourd'hui nous travaillons sur ce chemin de la justice transformative et c'est un privilège pour moi, comme Fernando l'a dit tout au début. Nous avons deux choix et moi j'ai choisi d'être ici. Ce n'était pas quelque chose que les autres ont choisi pour moi, mais je ressens que c'est une grande responsabilité parce que j'ai des privilèges, parce que j'étais née dans une ville, je n'ai pas fait l'expérience des conflits en Colombie et ces conflits armés continuent depuis 50 ans et ont affecté et impacté la société civile de plusieurs façons. J'ai grandi en regardant ces conflits à la télévision, derrière l'écran. J'avais connaissance de certains cas, mais ce n'était jamais une réalité pour moi. J'avais aussi le privilège d'aller et d'avoir une éducation et j'ai compris encore plus l'essence de ce conflit et je me suis ressentie affectée et j'ai senti que jusqu'à ce moment, j'avais pas connaissance de ce qui se passait dans la société. Je me suis demandé comment c'était possible que tout le monde sache qu'est-ce qui se passe dans la ville, mais dans d'autres parts de la Colombie, ces choses horribles sont en train d'arriver. Et donc, j'étais un avocat, je suis un avocat, mais ma passion, c'est la psychologie. Et j'ai commencé à étudier la psychologie sociale et c'est là que j'ai compris l'impact des conflits et la normalisation de la violence. Donc, j'ai compris que ce n'est pas normal pour ma famille, pour ma maison, pour mon école de continuer leur vie comme si rien ne s'était passé, rien ne se passe. En principe, les actes de violence ne doivent pas avoir lieu et nous avons la responsabilité de travailler selon nos rôles différents pour transformer ces réalités qui ne doivent jamais être acceptées ou normalisées. Donc, c'est de cette façon que j'ai conçu et établi Columbia Transforma depuis 20 ans pour défendre les droits de la communauté LGBT QI+. Et je suis venue ici sans savoir la dose complète de la réalité de faire partie de cette équipe. Parce que plusieurs fois en Colombie, il y a des messages et des informations erronées à propos du conflit et des droits de la communauté LGBTQI, mais personne ne les connecte les uns aux autres. Les choses qui se passent durant la guerre arrivent aux hommes vrais ou aux femmes victimes, mais il n'y a pas de connexion entre ces deux personnes. Lorsque nous demandons les données ou les chiffres des violences et nous demandons les personnes pourquoi il n'y a pas des informations sur cela, parce qu'ils disent que nous ne savons pas que ça a eu lieu. Bien sûr que les communautés de LGBTQ
n'ont pas fait partie des guerres et n'ont jamais été partis. Ce que nous avons trouvé, c'est que il y avait plusieurs cas de violence envers ces personnes, mais les informations ont été isolées et les incidents ont été isolés. Et s'il y avait eu une criminalisation, il y aurait toujours des politiques qui disent les façons normales, entre guillemets, des choses. Mais les personnes de la communauté LGBTQI étaient des clandestins et ce qui leur est arrivé n'a pas été enregistré. Donc, lorsque nous avons cherché ces informations pour essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé, nous avons vu que des actes cruels ont eu lieu, surtout en Colombie, dans les zones rurales. Et tous ces actes étaient connectés les uns aux autres et il y avait un objectif de discrimination à travers ces actes parce qu'ils voulaient changer ou éliminer ces traits indésirables dans ces personnes. Donc, nous avons promu une stratégie qui se base sur la recherche, sur les méthodes stratégiques de mitigation et de réduction de ces tendances. Nous avons aussi travaillé avec les plaidoyants pour rendre l'impact de ces conflits armés visible. La plupart de ces personnes sont des agriculteurs, sont des personnes autochtones, sont des personnes de couleur noire et de race noire. Nous avons aussi essayé de trouver quelles sont les solutions, qu'est-ce qu'il faut faire pour transformer la société et changer la donne. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la société ne prétend plus que rien ne s'est passé? Il faut changer, tout le monde doit changer quelque chose en soi pour interdire cela de se reproduire. Fernando, nous allons passer à au deuxième tour de questions et écouter vos réponses et vos perceptions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels étaient les principaux défis auxquels vous avez dû faire face et en fonction des défis que vous mentionnez, quelle stratégie, plan, outils avez-vous besoin pour faire face à ces défis? Merci, c'est une question complexe parce qu'elle est relative à nos expériences, les expériences personnelles. Mais je voudrais commencer à dire que Guatemala, le pays est raciste en tant que résultat de la colonisation en comparant aux pays de l'Amérique centrale et aussi la colonisation a fait les pays racistes. Donc, pour commencer, je voudrais dire que en tant que citoyen du Guatemala et en tant qu'un pays est raciste, la première identité et révélation de l'identité, c'est de me déclarer que je suis Maya. Ce n'est pas une décision spontanée. Ceci a été relié au chemin de la paix de 94-96 et par la commission de la vérité. Et j'ai dû penser quelle était mon identité dans ce contexte et dans cette histoire et historique. Nous avons fait face à plusieurs défis et il a fallu connaître le contexte parce que moi, je ne savais pas certains territoires. J'ai vécu en déplacement et ceci est un grand défi, mais en même temps, cela nous donne de grandes possibilités d'agir parce que nous savons bien qu'il y a des personnes blanches, mais qui ne savent pas notre monde. Et cela, c'était une expérience d'apprentissage et il fallait que nous apprenions à propos de ces choses-là. J'ai été heureux de reconnaître plusieurs personnes et de rencontrer plusieurs personnes dans la cité et dans la ville et dans ma vie professionnelle, des personnes qui ont des
qui viennent de plusieurs endroits et qui soutiennent ma cause. Bill était une personne de ces personnes-là et il était devenu, il faisait partie de Réseau de dignité au Canada. C'était une plateforme que je connaissais pas au préalable, mais j'ai plus tard reconnu qu'il y a des personnes qui soutiennent ce chemin et ce travail. Dans notre travail, il y a beaucoup de continuité et malgré le fait que nous avons souffert du racisme et des processus raciaux et malgré le génocide, le Guatemala est un pays qui continue à être raciste envers les communautés autochtones et surtout aussi les communautés LGBTQI+. Je pense que les acronymes et les nominations causent la marginalisation des identités sexuelles et je ne pense pas que je serai confortable et représentée par ces acronymes et je préfère construire mon propre chemin. Merci Fernando. En revoyant votre présentation sur l'écran pour donner un contexte, je vous remercie de cette présentation. Monica, la parole est à vous. Oui, nous sommes en train de combattre dans plusieurs contextes et lutter selon plusieurs méthodes pour trouver. De mon contexte, il est très difficile, était très difficile. Nous avons fait face à plusieurs défis et pour combattre cela, il faut avoir la force et des fondations très fortes. Dans mon cas, c'était ma famille où ils m'ont accepté malgré le fait que j'ai grandi dans une famille illettrée. Nous avons dû faire face à des situations de faiblesse et malgré toutes ces choses-là, j'ai pas dû quitter ma famille et être en déplacement continu. Donc cela m'a beaucoup aidé de rester et de dire non, nous n'allons pas accepter d'être une communauté déplacée intérieurement ou dans d'autres pays parce que nous avons le droit d'être présents là-bas. Lorsque nous parlons de déplacement interne, cela affecte la situation où nous avons des personnes qui ne sont pas acceptées par leur famille ou leur communauté. C'est très difficile de faire face au déplacement parce que la solution, c'est de quitter l'endroit. Nous n'avons pas de choix, nous ne pouvons pas rester. Donc, c'est une lutte très forte dans notre communauté et très importante pour nous en tant que peuple aborigène et autochtone le fait d'accepter que ces personnes ont le droit de porter les habits qu'ils veulent et parler la langue qu'ils veulent, parfois cela mène à la discrimination et nous sommes dans un contexte très difficile et peu d'entre nous ont toléré cela ou tolèrent d'être présents ici parce que nous sommes nous sommes constamment réprimés. Nous ne pouvons pas vivre notre vie à plein, faire ce que nous voulons. Vivre notre vie est toujours pleine de violence. Donc, je crois qu'il faut prendre en considération cette approche pour voir quels étaient nos défis et quels étaient les obstacles auxquels nous avons dû faire face. Merci. Je voudrais être spécifique dans ma réponse. Est-ce que vous pouvez relire la question? Oui, quels sont les défis et les stratégies pour faire face à ces défis? Bon, les défis sont les défis que nous sommes en train d'analyser et auxquels nous faisons face dans notre organisation Diverso.
Ensemble avec les peuples, nous luttons et nous pouvons dire que nous étions le premier exemple de la première génération qui a déclaré l'importance de la recherche. Nous avons su que nous avons des émigrés de la communauté LGBTQI. Nous avons qu'il y avait des besoins, mais nous ne savons pas quels étaient ces besoins et comment nous pouvons commencer à travailler avec eux. Donc, nous avons créé ce centre pour pouvoir identifier les besoins et être en contact avec les personnes qui donner ce soutien. Les personnes nous ont dit merci beaucoup, mais si je reçois, lorsque je suis allée pour avoir l'attention médicale ou les soins médicaux, de travailler encore plus pour faire et pour avoir nos propres métiers. Si también son profesionales parte de la comunidad LGBT. Entonces, el modelo como tal de diálogo diverso es un modelo totalmente constructivista, con muchos errores en el proceso, por supuesto que sí, que se fueron minimizando justamente desde esta mirada primero interseccional en la organización de la gente con la que atendemos. Y hemos encontrado ahí, amigo, dos desafíos que yo creo que son enormes. El primero, la gente desconoce sus derechos. Si la gente local mismo desconoce de sus derechos, la población migrante LGBT los desconoce mucho más. ¿Sí? Y ahí es importante cómo nosotros pensamos que la gente consume información. La mayoría se crea ahora a través de lo digital. El migrante caminante, si a duras penas alcanza a tener un teléfono, es demasiado. Les personnes peuvent recevoir des informations, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas vraiment de téléphone, pas d'accès au téléphone, ce qui veut dire que nous avons organisé pour eux Entonces, los desafíos para nosotros han sido como... Les personnes qui n'ont pas les téléphones ne pourront pas recevoir ces informations. Donc, nous avions besoin de penser aux besoins de ces personnes et se connecter à leurs projets. Parce que dans l'organisation LGBTI, parfois, ceci n'est pas le cas dans plusieurs organisations. Il faut demander aux personnes quels sont leurs rêves, où est-ce qu'ils veulent arriver, quels sont leurs projets pour les futurs, sans sans définir cela pour eux, parce que les personnes peuvent prendre des décisions, que ce soit de bonnes décisions ou mauvaises décisions. Ils ont le droit de prendre ces décisions. En ce qui concerne des défis, il faut penser à ces informations d'une manière systématique pour créer la transformation au niveau politique. En Équateur, c'est un bon pays en ce qui concerne les politiques publiques. Ces politiques n'ont pas de ressources. Nous n'avons pas des professionnels qui ont l'entraînement et la formation nécessaires. Donc, nous sommes en train de perdre le temps. Ce que je veux dire que les personnes n'obtiennent pas ce dont ils ont besoin. Les sociétés civiles n'ont pas le droit ou il ne faut pas que les sociétés civiles garantissent ces libertés. L'État doit les garantir et malheureusement, ce n'est pas le cas dans mon pays. Donc, les défis sont le manque de connaissances et l'inhabilité, l'incapacité d'agir sur les politiques publiques. Merci beaucoup, Valentina. Oui, je pense que c'est une question très large. Mais aussi, je pense que le fait de faire face aux principaux défis auxquels nous avons fait face jusqu'à présent et les principaux défis, comme nous avons discuté au préalable aujourd'hui, l'importance de la recherche et la production de l'information de qualité pour prendre des décisions informées pour la prévention. Nous avons vu cela et nous avons vu plusieurs contextes de violence qui sont complexes et
il faut répondre à ces violences au lieu de se focaliser sur la prévention. Donc, il faut penser comment nous pouvons prévenir les actes de violence. Si ces violences ont lieu, comment nous pouvons y remédier. Et cela veut dire que nous avons fait échec dans la phase de prévention. Donc, plusieurs réponses aux défis sont relatifs à la prévention. Donc, notre stratégie doivent se focaliser sur comment prévenir cela de se passer et à s'assurer que cela ne va pas se produire encore une fois dans la justice transformationnelle et l'organisation dans laquelle je travaille. La transformation culturelle aussi, c'est un processus de long terme. Ce n'est pas quelque chose que nous serions capables de faire en un an ou après une réunion ou rencontre. Il faut avoir et il faut faire ces discussions et ces négociations et les entamer. Et cela requiert du temps. Et ce serait le chemin de construire la paix avec les personnes qui sont prêtes à entamer ces conversations, comme les organisations en Colombie qui ont encore plus de ressources. Et aussi, lorsque nous produisons l'information, il faut prendre en considération les nouvelles méthodes. Il faut penser comment faire les choses d'une manière plus éthique et faire la recherche d'une manière plus collaborative. En tant qu'organisation, nous avons une responsabilité de revoir nos processus et voir ce qui se passe dans nos organisations, comment nous pouvons améliorer le travail, nos stratégies au niveau technique pour avoir un impact au niveau politique. Un autre défi en Colombie, et je pense que c'est un défi partout dans le monde, c'est d'avoir une compréhension meilleure du genre. Parce que dans 10 ans, il y a 10 ans, lorsque nous étions en train de considérer et de parler du genre, nous avons pensé aux femmes, à un seul type de femme. Un type de femme. Et je pense que l'amélioration des droits de reproduction et ces aspects interliés nous aident pour penser à de différentes approches sans diviser les personnes et les mettre dans des boîtes différentes. En réalité, c'est un concept flexible. Nous sommes des êtres humains complexes et cela se passe de plusieurs façons. Nous ne pouvons pas être catégorisés d'une manière inflexible. Il faut prendre en considération la complexité de l'être humain en tant que tel et de l'existence humaine. Et je pense que ces classifications parfois sont artificielles et qui ne contribuent pas au processus de paix. Le processus de construction de paix, je pense que c'est très important et ce processus est essentiel que nous avons été capables de visualiser en Colombie, mais le conflit n'est pas encore terminé. À part du traité de paix qui a été signé en 96, nous avons toujours des combats avec d'autres groupes qui se traduisent dans du racisme sur le terrain et aussi envers les personnes qui sont dans des processus de transition. La Colombie n'est pas un endroit sain et sécurisé pour les personnes différentes et aussi elle forme encore plus de dangers pour les personnes qui défendent les communautés LGBTQI+, parce qu'ils ne considèrent pas que c'est quelque chose de légitime comme la défense de l'environnement.
comme Marcus l'a dit au début, parfois ils croient que cela va causer l'homosexualité de s'élargir ou c'est quelque chose de contagieux. Si nous parlons de ces questions, cela va être contagieux et ce sont des pratiques dangereuses. Donc, je voudrais retourner au début et dire qu'il faut commencer par la prévention en Colombie et partout dans le monde. Nous avons convenu des rencontres avec des collègues de partout du monde et nous avions tous les mêmes questions. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour défendre les droits de l'homme dans les contextes de crise et de conflit? Nous avons parlé de ces questions interliées et ces approches interliées et interdisciplinaires et aussi l'importance de défendre les leaders LGBTQI, les personnes qui vivent dans des endroits abandonnés par l'État. Et aussi, la réponse de l'État, c'est d'envoyer une personne blanche pour accompagner ces personnes dans les territoires où ils sont. Et cela crée encore plus de visibilité et met ces personnes à risque. Et ça fait partie de la compréhension erronée de la cause de ces choses-là. Et cela fait part des conflits. Le fait d'avoir une approche de sécurité n'est pas holistique, n'est pas compréhensive. Nous sommes en train de parler non seulement de la sécurité et le fait de ne pas être tué, mais il faut s'assurer à subvenir aux besoins de ces personnes. Donc, nous avons plusieurs points de vue compréhensifs et complètes pour ne pas réitérer ces actes de violence. Merci. La financiación siempre pues era el reto, ¿no? Bien. En ce qui nous concerne, le défi majeur est principalement de trouver des ressources pour démocratiser nos actions au sein des territoires et essayer de faire de sorte à ce que ce soit au sein de la base. Fondamentalement, à ce titre, je dirais que l'organisation ou les organisations que nous avons soutenues sont des collègues, des activistes qui sont à l'extérieur. Ils ont déjà expérimenté donc cette oppression qui semble être bien structurale sur le plan natural, tout d'abord, mais c'est quelque chose qui est orienté pour plusieurs personnes. Ce qui veut dire, à titre d'exemple, il y a de cela quelques semaines, donc les trans women et ces femmes-là qui travaillaient sur le terrain ont fait de sorte est-ce que, par exemple, ce combat continue, ça semble être très complexe parce que le contexte en Colombie, avec la réglementation, aussi bien qu'avec certains autres aspects, pourrait souligner qu'il y a beaucoup d'accès à la justice, aussi bien qu'à d'autres ressources aussi. Et à ce titre, je pourrais vous dire que les en tant que d'autres sont en train justement de cacher leur genre dans leur pièce d'identité. Vous pouvez le faire, mais sur le plan pragmatique, il y a des ressources pour que vous puissiez faire ceci. Par exemple, les transmen en tant que tels ont besoin de faire de sorte à ce qu'ils puissent, dans son sexe, n'est pas mentionné en tant que masculin sur l'identité, doit aller au service militaire. Et il y a d'autres barrières en termes de territoire, aussi bien qu'en termes de barrières. Et pour rebondir sur ce que Valentine a parlé tout à l'heure en ce qui concerne la transsexualité, il y a des personnes qui sont par exemple noires, bisexuelles, handicapées ou lesbiennes. Je suis en train de réfléchir d'une manière assez spécifique, par exemple, de mes collègues, ce qui veut dire que votre corps pourrait être soumis à plusieurs violences. À la question qu'on pourrait se poser, comment matérialiser cette intersexualité? Et nous avons réalisé également que cette intersexualité est
là. Mais en théorie, qu'est-ce qui se passe? Il va falloir réfléchir des types de voix qui sont impliqués. Notre monde continue à être très patriarcal en nature. Pourquoi? Parce qu'au départ, donc, il y a ces hommes-là qui existent. Et pourquoi? Et c'est comme, par exemple, cette balance qui existe où il y a le cisgender et leurs catégories. À part le cisgender, il y a d'autres catégories d'intersection. C'est ainsi que nous voyons plusieurs personnes au sein du panel qui en font partie, ce qui veut dire que cette intersectionnalité, par exemple, de trans femmes ou de trans women, de lesbiennes, de bisexuelles, etc. Ce qui veut dire qu'il y a d'autres types aussi de leur propre existence qui sont en train justement de donner naissance à plusieurs types de violences et c'est le moment propice de parler de tout ceci. Clair, encore une fois, si il y a un grand problème relatif à cela et de ce fait, je dirais aussi qu'il y a plusieurs personnes qui sont, par exemple, des alliances qui sont en train d'être mobilisées contre cette catégorie de personnes, contre ces trans people. Et il y a aussi certains, par exemple, textes de loi qui ont été élaborés, qui ont été écrits dans ce sens. Et ceci ouvre le débat pour parler, de voir qui est derrière tout ceci. Et donc, les personnes sont en train de privilégier ces personnes blanches ou ces femmes blanches qui sont en train de mobiliser ce type de discours. Et c'est quelque chose dont il va falloir penser. Pourquoi? Parce que ces alliances ont ce format de féminisme et aussi plusieurs femmes, ces gens sont en train de s'orienter vers ce type de mouvement, je dirais. Nous continuons à penser que c'est vrai qu'il y a des défis, bien sûr, quand il s'agit de stratégie maintenant, ou s'agissant de stratégie, principalement, certaines de ces responsabilités incombent l'État, ce qui veut dire que l'État, principalement, est contre ces types de droits et s'oriente contre ces types de droits. Et il y a bien sûr d'autres organisations collectives aussi qui sont de ce fait d'analyser ces et à la lumière de ceci, ils essaient de s'adapter à chaque scénario. Pourquoi? Parce que ce qui se passe, par exemple, à Bogota est différent de ce qui pourrait avoir lieu au sein des communautés des autochtones ou dans d'autres régions rurales. Ce qui veut dire que pour nous, donc ce réseau est très important de prêter donc main forte aux communautés. Et dans certains cas, bien sûr, c'est type, il y a certains cas où, par exemple, les femmes qui sont en train de chercher des alliés ou sont en train de considérer d'avoir des alliés. Ceci représente un exemple comment est-ce que Care Network fonctionne. Et juste pour vous donner quelques idées, pour qu'on puisse y réfléchir un peu, quand on est en train de réfléchir sur ce plan, quand on est en train de considérer ce fonds, c'est essayer de prévenir ce le militantisme et qu'en faire l'activisme ou le militantisme semble être très complexe. Et là aussi, les gens semblent être très actifs. Et le fait de dignifier le militantisme fait partie de notre propre mission. Et ainsi, nos collègues qui sont au sein de ce territoire continuent à travailler sur ce cheminement pour pouvoir défendre les droits humains. De la même manière, je dirais que vous devez dédier du temps pour essayer de des fruits de votre propre lutte, de votre propre camp. Ici représente encore une fois donc une bataille politique pour qu'on puisse comprendre notre réalité qui fait partie de ce contexte et comment est-ce qu'on pourrait retourner au sein de la communauté pour qu'ils puissent justement essayer de profiter de ceci et essayer d'utiliser leurs connaissances pour leurs propres avantages. Merci Natalia pour avoir soulevé ce problème fort important.
et que vous avez dont vous devez profiter. Ça semble être très pertinent. Maintenant, nous allons aller à la prochaine partie de questions, tenant compte de la contrainte du temps, et nous allons essayer de résumer maintenant un peu. Selon vous, quelles ont été les réalisations les plus notables de votre organisation ces dernières années pour faire progresser les droits des personnes LGBTQ+, pour les plus pertinentes auxquelles vous avez dû faire face? Je suis ravie de voir que ma contribution à ce militantisme voulait dire qu'il y a donc ce qu'on appelle Generation Gap, donc une faille dans les générations en Équateur. Il y avait beaucoup de luttes en termes d'avoir accès à ce type de fonds LGBT, et il y a plusieurs personnes qui étaient vraiment invisibles. Mais de nos jours, je suis en train de qui est en train fossé générationnel. Donc, il y a une nouvelle organisation qui est en train de se lever. Et rien ne semble être statique dans la nature. Je suis ravie de voir qu'on est parvenu à transformer un peu donc, ces places. Donc, notre programme pour la population migrante, aussi bien que pour LGBT, a été vraiment couronné de succès. Elle a vraiment réussi, je dirais, jusque-là. Il y a eu à peu près 500 interventions, plusieurs également actions qui ont eu lieu au sein de l'Amérique latine. De la même manière, la création de Migration Network, donc de ces réseaux de migration, a impliqué 11 pays au total. Et nous avons essayé, à la lumière de ceci, de faire un travail collectif pour essayer de réfléchir de la migration, aussi bien que de se concentrer sur la santé mentale. Nous prenons soin ici, d'une manière ou d'une autre, cet aspect-là, essayer de le considérer de différentes perspectives. Le Canada qui nous a permis d'utiliser donc plus de ressources. Valentina, la parole est à vous, s'il vous plaît. Vous avez parlé de la migration et je sais, en Colombie, par exemple, il y a ce problème. Vous avez parlé de la violence aussi. Par quoi vous voulez que nous avons le sujet de la violence aussi bien que d'autres aspects de la migration. Donc, nous continuons à développer un protocole pour le cas de la violence en Amérique centrale. Je pense que c'est un élément clé, principalement. Pourquoi? C'est un élément clé pour ajouter d'autres outils complémentaires, aussi bien que de l'institutionnalisation en ce qui concerne ce qui est en train de V. Ce qu'on crée, ce n'est plus vraiment quelque chose qui est maintenant de quelque chose qui a déjà démarré au préalable. Ce n'est pas la manière comment est-ce que les choses doivent être faites. Ce qui veut dire que le procureur très souvent ne va pas avoir des cas typiques et très souvent, donc, le cas n'est pas bien considéré parce qu'il n'y a pas assez d'informations. Il n'est pas considéré. On voudrait fournir plus d'outils à travers des recherches. Et c'est ainsi qu'il pourrait y avoir une hypothèse pour faire de l'investigation et que sur la base de ceci, on peut se prononcer. Pourquoi? Parce que si quelqu'un est en train de nous parler de son propre cas, on ne voudrait pas que cette personne doive prouver une discrimination ou justification contre eux. On voudrait au contraire que cette personne, ou alors on voudrait que le paradigme puisse changer un peu. C'est notre principal souci. Et c'est ainsi que ce processus d'investigation doit avoir lieu. Encore une fois, je pense que c'est dans le cadre de ce type de processus, ce type d'échange, ces espaces des échanges tels que ceux-ci, où on peut apprendre de l'un et de l'autre,
où il y a cet encouragement et ces échanges pourraient que nourrir tout le monde et encourager tout le monde. Et bien sûr que ces réalisations dans cette justice transitionnelle, par exemple, où ce processus en Colombie a fait de sorte, tout d'abord, à ce qu'il puisse avoir une reconnaissance pour, mais pour tout ce qui a trait au tribunal aussi. Et nous savons également que nommer les choses semble être très importante quand les gens sont poursuivis en justice, par exemple, et ce pouvoir de formuler et de dire que quelque chose est en train d'avoir lieu, c'est substantiel, c'est crucial. Donc, il y a eu beaucoup d'impunité sur le plan historique, il y a de cela 20, 30 années, de cela depuis le conflit armé a commencé. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas normal. Et là aussi, bien sûr que le fait de visibiliser, de faire de sorte que ce soit visible est crucial et fondamental. C'est une réalisation très importante, bien sûr, et ces éléments-là semblent être très importants. Donc, par exemple, ces réalisations qui sont faites tous les jours est très importante. Donc, Trans Woman est reconnue en tant que victime, par exemple. Et là, à ce titre, je dirais que ce qui doit être fait le- au préalable, on disait que comment est-ce que vous pouvez être une mère et être une trans woman en même temps? C'est vraiment impossible. Et vous allez, le fait que vous soyez, par exemple, une femme, ça peut représenter, par exemple, un problème. Pourquoi? Parce que le fait d'être transsexuel, ça veut dire que votre fils pourrait être un homosexuel ou alors interprétation où il va falloir, par exemple, pénaliser les coupables. Maintenant, le défi, c'est le travail de réparation qui doit être effectué. Et nous espérons pouvoir arriver à une restauration, essayer de réparer, qui va au-delà des dégâts qui ont été infligés pour les victimes. Natalia, vous avez la parole. Merci. Donc, au préalable, ce qui s'est passé. Organizaciones LGBTIQ+, este año. Nous avons soutenu beaucoup de projets et des organisations qui se reconnaissent et qui déclarent qu'ils sont des organisations des communautés LGBTQI+. Et il est très important de souligner qu'en tant qu'organisation, malgré le fait qu'ils ne se reconnaissent pas en tant qu'organisation des LGBTQI+, il y a d'autres personnes trans, bisexuelles et lesbiennes qui luttent, qui ont leur propre lutte et combat. Plusieurs fois, il paraît qu'il y a des facteurs exclusifs sur les personnes des communautés LGBTQI, mais ces personnes sont en train de défendre leur droit d'être, de rester dans leur communauté, dans leur territoire et de créer une réalité différente pour tout le monde et pour toutes les personnes entourantes. Ils sont en train de défier les violences de l'État et les violences au-delà des territoires. Et aussi les familles diverses en essayant de partir et de quitter les perspectives hégémoniques des mamans, des mères, des pères et des enfants. Donc, c'est ce que nous sommes en train de combattre, c'est de visibiliser d'autres manières de devenir une famille. Et il y a d'autres programmes et c'est de trouver des mouvements qui soutiennent les activistes. Et activistes RENA et qui sont en train de faire des choses à Bogota et le financement doit être disponible. C'est un financement urgent qui peut être utilisé et qui a été utilisé pour soutenir les personnes dans les endroits pertinents.
Nous sommes en train de parler d'un féminisme beaucoup plus large. Nous avons organisé une réunion pour la féminité trans et jusqu'à la fin de mai, en fin de mai, nous avons organisé la première rencontre nationale des hommes trans pour la masculinité trans et je suis en train de mentionner cela parce que dans les réunions de femmes, plusieurs le soutien n'est pas donné aux hommes. Depuis 2023, nous étions en train de travailler d'une manière consistante et continue donner et offrir ce soutien et amener la visibilité à cette thématique et cette question. Donc, c'est disponible pour toutes les personnes trans dans toute leur diversité, sans prendre, malgré leur nom. Donc, cette réunion va s'organiser à la fin du mois de mai. Aussi, nous avons entamé plusieurs processus desquels nous ne parlons pas beaucoup de fois, mais c'est des processus transformationnels pour nous intérieurement dans l'organisation. Et c'est ce que je peux dire de nos aboutissements et de nos réussites. Fernando, est-ce que vous pouvez répéter la question? Parlez-nous des aboutissements et des réussites que vous avez fait. Euh, Peut-être que je ne veux pas parler des aboutissements, mais je voudrais reconnaître les luttes pour la diversité sexuelle parce que c'est une lutte raciale et c'est une lutte pour avoir des privilèges. Comment je ressens mon ressentiment envers cette thématique ou qu'est-ce qui me donne l'énergie, c'est que les populations autochtones et aborigènes doivent être présents encore une fois et être reconnus. Ces acronymes doivent être discutés. Les acronymes doivent être déconstruits parce que je ne pense pas que les personnes ont une autonomie lorsqu'ils n'ont pas les ressources nécessaires. Les personnes qui sont autonomes sont les personnes privilégiées. Donc, les personnes aborigènes et autochtones ont subi plusieurs processus de discrimination. Donc, les aboutissements que nous avons faits, c'est prendre la parole et parler de la sexualité qui inclut parfois aussi des tensions dans les peuples aborigènes et autochtones parce que les leaders patriarcales ont enraciné certains concepts. Donc, parfois, nous sommes peut-être que parfois j'ai peur pour Monica plus que moi parce que Monica vit dans une communauté et ce qu'elle fait a beaucoup plus de risques que ce que je fais. Moi, je peux quitter la ville ou le pays, mais Monica est dans un territoire et pour elle, pour quitter le territoire où elle travaille est encore plus difficile. Donc, il y a des institutions qui travaillent dans ce domaine. Donc, je voudrais appeler tout le monde à connaître ces choses, à s'opposer à ce que les religions proposent. Et après, je voudrais inviter l'Institut pour prendre en considération de continuer la recherche avec les populations autochtones et aborigènes en tant que part de la réalité parce que la plupart du temps, nous ne sommes pas visibles et la plupart des personnes n'ont pas accès à l'éducation ou n'ont pas eu accès à l'éducation dans leur langue ou dans d'autres langues. Donc, il y a des recherches sur les dynamiques qui doivent être faites dans ce domaine. Lorsque nous parlons des réalisations et des aboutissements, je pense que nous ne pouvons pas parler des réalisations colonisées parce que de la colonialisation, parce que ce que nous avons fait la plupart du temps, c'était à travers la colonisation parce que
Nous avons toujours ce système patriarcal. Nous voyons que la colonisation a imposé plusieurs situations sur nos populations, comme Fernando a mentionné. Parfois, il y a eu une influence sur nos vies. Donc, il faut penser à la colonisation lorsque nous parlons des réalisations. Et je pense que le fait que nous sommes en train de lutter dans nos territoires pour nos droits, c'est très important dans le contexte racial dans lequel nous vivons. Et donc, nous pouvons voir comment la colonisation est toujours présente dans les mouvements sociaux et que nous avons toujours vu qu'il y a une objectification et instrumentalisation des peuples autochtones et aborigènes parce que en tant que peuple autochtone, nous sommes vus en tant qu'objets. Nous pouvons danser et porter certains types de vêtements, mais c'est pas tout. Il faut revoir et continuer nos luttes et nos combats pour nos droits et le féminisme au Guatemala n'ont pas inclus les personnes de diverses sexualités dans leur lutte en tant que personne qui a été oppressée dans certains mouvements en tant que personne autochtone parce que nous avons voulu défendre les droits. Nous sommes en train de parler aussi de défendre nos territoires, nos corps. Il faut défendre les deux. J'ai participé à des mouvements qui sont focalisés encore plus sur les peuples autochtones parce que nous avons voulu décoloniser plusieurs aspects de nos luttes et nos combats. Donc, ce que nous avons vu dans le contexte de ces luttes, des attaques des femmes féministes. Donc, il y a plusieurs situations dans lesquelles et durant lesquelles il n'y a pas de visibilité pour les personnes comme moi et nous ne sommes pas écoutés aussi. Donc, il faut continuer le débat. Il faut prendre en considération les points de vue des personnes qui sont dans le territoire et nous ne pouvons pas normaliser beaucoup de situations qui sont normalement acceptées. Plusieurs plusieurs choses que nous avons écoutées aujourd'hui de Interparis, peut-être Interparis, vous voulez partager quelques idées? Les témoignages, votre témoignage est important en tant qu'organisation et quelqu'un qui soutienne cette cause et cette question. Merci Marcos, merci pour votre invitation, merci pour le CRDI. Après avoir écouté les témoignages de ces personnes, je suis impressionnée de votre courage et de leur courage et les défis auxquels ils ont dû faire face. Nous sommes toujours en train de célébrer les réalisations, les aboutissements et je suis très heureuse d'écouter ces réalisations parce que nous soutenons ces personnes. Lorsque Fernando a décrit son histoire, d'où il vient du Guatemala. Moi, j'étais au Guatemala lorsque le père de Fernando a été tué. J'étais une étudiante. J'ai étudié de septembre à décembre durant le dictateur. Sous le pouvoir du dictateur, c'était des temps terribles au Guatemala. Je suis rentrée au Canada et avec quelques amis, nous avons commencé un mouvement de solidarité avec l'Amérique latine à ce moment-là et nous remercions certaines femmes lesbiennes qui m'ont aidée
à sortir et à déclarer mon identité dans les années 80. Ce n'était pas très facile à faire. J'ai travaillé avec Solidarity Moment, avec l'Amérique latine. J'ai travaillé avec Interpares, qui est une organisation féministe qui inclut les personnes trans et qui y œuvre depuis plus de 15 ans pour soutenir les organisations dans le Global South et au Canada. À présent, nous sommes en train de soutenir à peu près 54 organisations dans tout le pays, l'Amérique latine, Afrique, l'Asie et Canada, qui travaillent dans plusieurs thématiques. Ces organisations soutiennent les personnes dans certains contextes sur plusieurs thématiques et non pas sur une seule thématique. Nous travaillons avec des organisations et nous essayons de soutenir le travail qu'ils entament parce que nous avons aussi les experts avec nous. Donc, il faut écouter le point de vue des experts, essayer de les soutenir en leur offrant le financement nécessaire et aussi travailler avec Solidarity et Interpares, avec les collègues, reflète dans nous prenons les décisions dans notre organisation suivant un consensus. Tout le monde a le même salaire. Il y a juste une différence qui a trait aux personnes qui sont dépendantes de cette organisation ou pas. Sinon, tout le monde a le même salaire, 20 ans ou 60 ans. C'est la philosophie de notre organisation pour essayer de laisser une structure horizontale et aussi de travailler avec les parties prenantes. Nous comprenons que lorsqu'il y a le financement, lorsque nous avons le financement nécessaire et l'argent nécessaire, nous avons un certain pouvoir si nous voulons le définir en tant que tel. Et il y a le fait d'avoir ce pouvoir à travers l'argent est contraire à la philosophie de notre organisation. Nous travaillons sur des plateformes et avec des coalitions et ça fait part de l'ADN de notre organisation et notre orientation, le groupe d'orientation qui surveille les politiques au Canada en ce qui concerne l'Amérique latine. Et nous pensons des traités de le commerce libre avec Canada et l'Équateur. Et aussi, nous avons quelque chose aussi que ces accords ont certains éléments qui permettent aux entreprises canadiennes d'avoir des profits. C'est un des soucis de la population LGBTQI. Yo creo que de la red Dignity Network, que ahora es una plataforma. Et également dans plusieurs de ce réseau de Dignity, de l'organisation, qui semblent non, ces éléments-là. Et il y a également des éléments, nous sommes radicaux ici même. Et tout ceci est en train de s'élargir, le fait de ne pas reconnaître ces gens-là. Donc, la reconnaissance, donc les gens de cette communauté sont des alliés de ce réseau de Dignity. Nous avons encouragé le gouvernement canadien pour nous fournir plus de fonds, pour dévouer plus de fonds pour que le travail soit fait et que, encore une fois, donc, millions de dollars va être alloué et une grande partie va être administrée, va être orientée, ou va être administrée, pardon, par Akidas. Il y a ces fonds qui est en train d'être alloués pour qu'on puisse travailler pour l'inclusion. Et ce fonds s'appelle
active et on est en conclusion et nous avons géré ce fonds, encore une fois, afin de pouvoir appuyer ces gens-là, ces catégories. Et encore une fois, donc, ce fonds représente une aire d'oxygène afin de renforcer le soutien à l'organisation de Guatemala pour qu'ils puissent continuer à travailler et si bien que pour d'autres organisations qui sont en train de faire un travail extraordinaire pour pouvoir défendre les droits de la population, que la défense des droits de la population puisse continuer à travailler. Et cet accord qui a été atteint, cet accord de la paix qui a été atteint, qui a été réalisé, représente une bonne réalisation pour la communauté d'une manière générale et pour la Colombie. Je voudrais saisir cette opportunité pour les féliciter pour leur travail, le travail qui a été réalisé afin de pouvoir encourager l'accord de la paix et essayer de s'orienter beaucoup plus sur ces réalisations et à ce qu'ils puissent les réaliser. Encore une fois, on est en train de travailler avec ces collègues-là pour plaidoyer et ils représentent donc une organisation très créative et qui est en train de travailler très dur afin de pouvoir créer cette sensibilisation au sein de la population. Être très importante au sein de la communauté et la population. Beaucoup a été dit jusque-là, beaucoup a été formulé. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de temps à cause de la contrainte du temps. Je voudrais saisir cette opportunité pour vous remercier pour les recommandations, pour les connaissances que vous avez pu partager. Je respecte beaucoup votre travail, votre résilience au sein de vos propres territoires respectifs aussi. Et puis le travail qui est effectué pour les réalisations qui ont été faites également, le fait de travailler en partenariat aussi beaucoup aidé entre différents pairs. Merci encore une fois à vous tous. Merci pour votre contribution. Merci pour vos efforts. Donc, je vous souhaite un bon retour chez vous. Merci encore.